présent de cette table ronde. On est ravis d'être à la Maison du Geste et de l'Image pour cette journée de conférence sur la jeunesse et la culture. Alors cette table ronde, on l'a organisée autour de la médiation culturelle. On s'est dit un des axes intéressants, c'est la mise en pratique. Donc comment faire pratiquer les jeunes et quels bénéfices de la mise en pratique pour les jeunes. Je suis ravi d'avoir trois intervenantes et intervenants qui vont se présenter. Je vous laisse peut-être chacun présenter qui vous êtes et vos structures. Merci beaucoup. Du coup, bonjour, je m'appelle Mylène Froger, je suis chargée du développement des publics au cinéma La Tournelle à la Île-et-Roses dans le 94. À côté de ça, je fais aussi de la formation pour les enseignants autour de TikTok notamment. J'anime des ateliers avec les jeunes et je suis référente suppléante au comité 15-25 ans de l'AFCAE, qui est l'association française du cinéma art et essai. Et c'est un comité où on réfléchit à tous les films qui peuvent s'adresser aux 15-25 ans et tous les accompagnements qu'on peut créer pour les salles de cinéma sur ces 10 films. Moi, je suis Marion Braillère, coordinatrice des activités scolaires au Forum des Images. Je travaille aussi ici. Je présente peut-être le forum en quelques mots. Je vais essayer d'être assez concise. Donc, le Forum des Images, c'est un lieu qui se situe déjà à quelques pas d'ici. C'est dans le Forum des Halles. Et c'est un lieu de programmation, de réflexion et d'éducation autour des images et de la création numérique. Toute l'année, on organise des séances, des rencontres, des festivals autour des images et du coup en se concentrant sur 4 grands champs des images qui sont le cinéma, qui est vraiment le cœur historique du Forum des Images, le jeu vidéo, la bande dessinée et on appelle les nouvelles images, ça va être des œuvres immersives comme par exemple la réalité virtuelle. Et du coup, en écho avec cette programmation qui est une approche pluridisciplinaire des images et de la pop culture, on est aussi un lieu d'éducation aux images où on va interroger plein de problématiques contemporaines et surtout se travailler sur les pratiques culturelles et technologiques des adolescents. Et ça, on le fait à travers un certain nombre d'activités, des ateliers, des séances pour les groupes scolaires ou des groupes du champ social. Et aussi, depuis 2018, on a ouvert au sein du Forum des Images une école qui s'appelle Tumo Paris, qui est une école de création numérique qui est entièrement gratuite et qui s'adresse aux jeunes qui ont entre 12 et 18 ans. C'est un programme extrascolaire. Donc les jeunes qui le souhaitent peuvent venir une fois par semaine au Forum des Images pour se former à tout ce qui va toucher à la création numérique et on est spécialisé dans 8 disciplines. Je ne sais pas si je les cite tous, mais c'est cinéma d'animation, jeux vidéo, programmation, 3D, il ne reste pas beaucoup, musique assistée par ordinateur, dessin numérique et design graphique. Voilà. Et du coup, moi c'est Simon Le Glohan, et effectivement on travaille ensemble avec Marion au Forum des Images. Et donc moi je suis coordinateur des activités du champ social, dont mon titre est un peu à rallonge, mais c'est ça sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui. Et peut-être avant de continuer sur le sujet du jour, dire un tout petit mot sur le terme de champ social qui est un terme un peu fourre-tout, qui n'est pas forcément optimal, mais qu'on utilise à défaut de mieux. Et donc dire un peu ce que je veux dire par là, parce que on va parler de ces publics pendant l'heure qui va venir. Et donc les publics du champ social, pour nous, en fait, c'est différentes choses. Ça peut être quelque chose de très objectif, terre à terre, ça peut juste être des publics tout simplement qui sont considérés publics du champ social parce qu'ils habitent dans une région qui est considérée quartier prioritaire de la ville. Donc voilà, ça c'est une donnée qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui effectivement définit des publics donc géographiquement. Mais ça peut aussi, pour nous, être des publics qui vont avoir un besoin d'accompagnement spécifique, on adapte un peu nos contenus à leurs besoins. Donc ça veut dire par exemple des publics qui vont être en fragilité scolaire, donc décrochage, ou phobie scolaire, des publics qui vont être en situation de handicap, que ce soit par exemple une neuroatypie, ou des publics qui vont être malentendants par exemple, ou ça peut encore être par exemple des publics qui vont être en apprentissage du français ou sur le territoire depuis peu, par exemple des publics de mineurs non accompagnés. Voilà, donc c'est autant en fait des publics qui vont être définis juste par leur lieu d'habitation, on va dire, que des publics qui vont avoir des spécificités qui vont demander qu'on essaie de réfléchir un peu nos propositions en lien avec eux. Voilà. Très bien.
Merci pour cette présentation. Je me présente brièvement, donc Adrien Fonca. Moi j'ai fait le master Management des organisations culturelles de Dauphine en formation continue en 2022-2023. Je m'intéresse notamment au domaine du cinéma. J'ai fait un mémoire qui s'intitulait Comment promouvoir le cinéma de patrimoine aux jeunes de 15-25 ans. Pardon. Donc c'est un public que je connais un peu. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Mylène d'ailleurs, à raison de ce mémoire. Merci pour ce tour de table. Peut-être pour commencer cette table ronde, un petit point de définition, parce que médiation culturelle, parfois, on en parle beaucoup, mais ça peut être un peu flou. Donc là, on a ensemble réfléchi à une définition qui essaie d'être globale, mais qui essaie d'être assez simple aussi. Donc on estime que la médiation culturelle peut être définie comme l'ensemble des fonctions relatives à la mise en relation des œuvres et des pratiques créatives proposées par une structure culturelle avec ses publics. Donc il y a plusieurs choses importantes. Il y a la mise en relation des œuvres. Et au début, on s'est un peu limité à ça. En fait, les pratiques créatives, c'est aussi très important. Tout le processus, toutes les démarches avec les publics. Donc la structure culturelle est importante, mais évidemment, les publics sont aussi très importants, parce qu'il n'y a pas d'art de culture sans la notion de public. Voilà, donc c'est un petit point de définition pour initier cette table ronde. Dans un premier temps, ce que j'aimerais vous demander, c'est si vous pouvez présenter quelques initiatives que vous mettez en place et montrer aussi les bénéfices de la mise en pratique dans le cadre de la médiation culturelle. On va peut-être commencer par Mylène. Du coup, tu avais prévu quelques petits visuels à montrer, je ne sais pas par lequel tu veux commencer. Je vais introduire peut-être, oui. Pour savoir où est-ce qu'on se place, parce que c'est important. Alors, pour revenir un peu sur ma présentation, mais pour faire le lien, moi, du coup, j'ai fait un master didactique de l'image avec Simon, il y a quelques années déjà, et mon sujet de mémoire, c'était l'utilisation de YouTube comme outil pédagogique pour apprendre le cinéma, notamment aux jeunes, qui est un sujet qui, à ce moment-là, était encore un peu d'actualité, et puis très vite, je me suis rendu compte que YouTube, c'était déjà très dépassé pour le public jeune, on va pas se mentir. Et sur la mise en place concrète d'ateliers, en fait, le problème de YouTube, c'est que vous avez quand même un besoin de faire à la fois de la prise de vue et du montage sur 2 temps différents en règle générale, avec du matériel qu'on doit amener sur un atelier, donc soit des ordinateurs, des caméras, etc., ou ça peut être avec le téléphone, mais c'est plus compliqué. Et donc très vite, je me suis posé la question de comment un peu faire évoluer tout ça, parce qu'on sait que dans des situations de médiation, les enseignants n'ont pas souvent beaucoup de temps. Donc il a fallu penser cette histoire de matériel, cette histoire de temps, et surtout cette histoire de nouveauté et de YouTube, en fait, c'est un peu dépassé. Et donc très vite, c'est imposé à moi l'idée de TikTok, puisque la facilité du matériel, c'est qu'on a juste besoin d'un téléphone et de l'application. Les jeunes connaissent à peu près comment est-ce que ça fonctionne et ont à peu près en tête les codes de la plateforme et comment est-ce qu'on peut créer des vidéos qui soient tendances, ou en tout cas se questionner sur ces tendances-là. Et donc j'ai créé un atelier qui s'appelle TikTok, où l'idée est, en sortie de séance, de proposer aux jeunes de créer une vidéo autour du film qu'ils viennent de voir, ou alors d'un autre film. Très vite, on a pensé avec une collègue médiatrice à faire un 2e atelier lié à TikTok qui serait plutôt autour de la notion de doublage. Et donc là, les extraits que vous allez voir, c'est donc 2 vidéos TikTok et une vidéo justement de doublage qu'on avait appelée à l'époque TikTok Machin. Voilà. Donc là, la démarche est un peu différente. J'ai essayé de leur montrer des extraits de... Alors on était sur vraiment animation japonaise, film d'animation japonais. Et on avait choisi des extraits qui étaient vraiment des films que soit ils n'avaient pas vus, soit ils ne connaissaient pas, pour vraiment les laisser totalement libres sur le choix de l'écriture. C'est une démarche un peu différente, puisque là on les accompagne un peu plus sur faire attention à quand la bouche bouge, savoir à peu près quel est le contexte, ou en tout cas en inventer un. Là on était sur un petit jeune qui a tout fait tout seul, en plus c'est trop drôle parce que du coup il ne change pas sa voix en fonction des personnages, ça me fait rire. Et au début il était vraiment sur on va faire un truc sur la drogue, et je lui dis mais t'es sûr et tout, il fait sinon on fait un truc sur les bonbons à la place de la drogue, je lui dis mais ça c'est beaucoup plus drôle. Et donc l'idée c'est vraiment de les accompagner sur de l'écriture avec un point de vue un peu plus cinématographique que ce qu'ils pourraient avoir. Mais en tout cas en leur laissant quand même le champ libre au maximum, en lui disant vous avez le droit de dire 2-3 petits gros mots, mais il ne faut pas que ce soit que totalement gros mots. Et pareil pour les jeunes d'avant qui avaient très envie de dire des insultes, mais ça sert à rien. Est-ce que vous serez plus compréhensible en disant ça? Non, bah ne le faites pas. Mais en tout cas les laisser au maximum libres
dans la conception. Et l'avantage d'utiliser un outil comme TikTok, qui est quand même très accessible avec une prise en main qui est très facile, c'est qu'ils peuvent vraiment aller dans la technique eux-mêmes et faire leur choix de montage, etc. Donc c'est pour ça ce choix de plateforme aussi, même si on peut y redire, puisque c'est pas non plus hyper éthique. Mais ma démarche, moi, c'est vraiment d'essayer de leur dire c'est accessible, enfin la création peut être accessible pour vous, peut-être par cette porte d'entrée-là, et également d'avoir un regard d'analyse de ce type de contenu, puisque en faisant de la création, ils auront un regard qui sera plus analytique sur ce qu'ils consomment en règle générale comme contenu, puisqu'on a aussi cette démarche-là dans ce type d'atelier, de vraiment leur dire pourquoi est-ce que le téléphone est comme ça, pourquoi est-ce qu'on montre des images d'illustration, pourquoi est-ce qu'on montre plutôt son visage, pourquoi est-ce qu'on ne le montre pas, et vraiment de voir avec eux comment est-ce qu'ils peuvent réfléchir à la fois dans ce qu'ils consomment et dans ce qu'ils créent. Et justement sur les bénéfices que peuvent en tirer les jeunes de cette pratique, tu parles un peu justement de prise de recul, ça leur permet de mieux comprendre peut-être l'envers de la création de ces contenus. Est-ce que tu peux développer un petit peu sur ce que ça peut apporter pour eux? Alors moi ma démarche elle est à la fois de l'éducation aux images dans le sens éducation au cinéma, mais beaucoup sur la démarche aussi d'éducation aux médias et à l'information. Parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on ne fait pas en cours, ou en tout cas il y a tout ce souci d'enseignants qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas envie de se poser la question de qu'est-ce que font les jeunes concrètement sur leur téléphone. Et donc en allant sur ce type d'atelier, l'idée c'est de montrer aux jeunes qu'on s'intéresse aux pratiques qu'ils peuvent avoir et comment est-ce que nous on a l'habitude d'analyser ces pratiques-là, mais sans avoir un regard très vertical dessus, en leur expliquant que en fait, avec ce que vous consommez vous, ce que vous avez l'habitude de voir, on peut faire des créations qui soient un petit peu plus du côté du cinéma, mais du coup de réussir à faire ce lien entre eux et nous, et de vraiment leur donner la possibilité d'analyser tous les contenus qu'ils vont pouvoir voir par eux-mêmes derrière. C'est juste, on n'est pas là avec une baguette magique à tout révolutionner, et de toute façon je pense qu'il n'y a pas de formule magique pour apprendre aux jeunes l'éducation aux médias, et de toute façon c'est pas mon job, je m'en fiche. Mais mon job c'est juste de faire un pas vers eux, pour qu'eux puissent faire un pas vers nous aussi à ce niveau-là, et en tout cas se pose la question de « Ah tiens, je suis en train de regarder cette vidéo de potentiel fake news ou que sais-je, complotiste. Est-ce que ce que je regarde est réel? Est-ce que ce que je regarde, je peux vérifier cette information? Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de mettre la caméra à cet endroit-là? Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cet éclairage-là? Pourquoi au lieu de montrer la tête de la personne, on va montrer une image d'illustration? Enfin voilà. Et c'est se poser juste quelques questions comme ça. Et si sur un groupe de 15, j'en ai 2 qui se reposent la question derrière, pour moi le job il est fait. C'est pas grave si j'ai pas les 15 qui sont déjà dans une démarche de vérification de l'information, ce genre de choses. C'est vraiment juste d'ouvrir un petit peu à ces questions-là. Et quand on est dans une situation scolaire, d'avoir des enseignants qui écoutent ce qui se passe et du coup se disent « Ah, mais en fait, c'est intéressant quand même cette pratique et je vais peut-être pouvoir la reproduire en classe. » Moi, c'est tout gagné aussi. J'ai une prof lors d'un atelier justement critique TikTok pendant un festival qui, à la fin de l'atelier, me dit « C'était super, je vais le réutiliser. » J'ai entendu parler de BookTok, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la partie littérature et livres sur TikTok. Et elle m'a dit j'aimerais bien faire des critiques de lecture que les élèves pourraient avoir en vidéo. Et je lui dis c'est super en fait. Et l'idée voilà, c'est qu'elle a vu que c'était pas si compliqué à prendre en main et que derrière elle va pouvoir le réutiliser aussi dans ses pratiques. Parce que tu accompagnes aussi des professeurs à mettre en place ces ateliers. Alors c'est ça, moi je forme des enseignants dans le cadre des dispositifs scolaires au cinéma, donc notamment collège au cinéma et lycéens et apprentis au cinéma, puisque du coup c'est un atelier qui s'adresse qu'à partir de 13 ans, puisque l'application est accessible uniquement à partir de 13 ans. Et l'idée de former les enseignants, c'est un peu différent, c'est une démarche assez différente que celle de faire ce type d'atelier avec les jeunes. Parce que là où les jeunes, on va plus leur apprendre la partie écriture, réflexion sur la mise en scène, faire un peu des petits storyboards, etc. Les profs, on leur apprend la technique. Parce qu'ils ne savent pas comment fonctionne TikTok, ça fait très peur. Si vous êtes déjà ouvert TikTok, dès que vous ouvrez TikTok, il y a une vidéo qui se lance, le son à fond et donc la panique. Donc l'idée c'est de leur dire attention, c'est pas grave, coupez le son, mettez pause directement, ça va bien se passer, et de vraiment leur montrer comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on réfléchit à un montage aussi. Donc c'est une pratique qui est assez différente mais qui est tout autant enrichissante, voire même des fois plus.
puisque c'est des profs qui du coup vont plus réfléchir à tiens j'ai envie de mettre ça mais je galère, comment est-ce que je peux faire, et donc trouver tout le temps des solutions à j'ai des problèmes techniques mais c'est pas grave, je vais essayer de trouver d'autres solutions pour faire passer l'idée que j'ai envie de faire passer. Donc oui, je fais aussi des formations pour les enseignants et c'est super. Voilà, j'en fais une d'ailleurs en formant des images en février je crois, pour les profs de collège de Paris. Voilà. Merci. Je propose qu'on passe côté Marion et Forum des images. Oui, moi je voulais vous présenter les ateliers d'initiation TUMO, donc, qui sont des ateliers qu'on a développés en lien avec l'école TUMO, donc pour rappel qui a lieu hors temps scolaire pour des étudiants qui viennent en individuel. Là, l'idée c'était de construire des ateliers d'initiation à certaines disciplines qui sont enseignées à TUMO mais qu'on pouvait faire avec des groupes scolaires sur le temps scolaire. Et donc ce sont 3 initiations au cinéma d'animation, jeux vidéo et au design graphique. Et l'idée de ces ateliers, donc déjà c'est des ateliers de 2h30 qui s'adaptent à différents niveaux qui vont de la 6e à la terminale. Pour le design graphique, on commence qu'à partir de la 4e. Et ils ont lieu aussi dans une salle d'atelier qui est équipée d'ordinateurs, puisque la partie pratique de ces ateliers va se faire sur ordi. Et en fait, ils sont tous construits un peu dans une même approche qui va allier à la fois donc, des temps d'échange et de réflexion collective qui serviront en fait de base, base théorique à l'atelier et qu'on allie à une activité de mise en pratique de création en individuel. Et du coup, l'idée de ces ateliers, c'est vraiment de faire découvrir ces champs disciplinaires. On démarre toujours par un temps d'échange collectif qui va vraiment s'appuyer sur les connaissances et les pratiques culturelles des adolescents et de chaque élève en fait. Et ce temps, il est vraiment très important au début de chaque atelier. On essaye au maximum de toujours placer les élèves le plus possible dans une position d'expert, parce qu'en fait on se rend compte assez rapidement, en fait ils sont déjà par leur pratique et leur connaissance déjà des très bons connaisseurs en fait de ce que c'est le cinéma d'animation, de ce que c'est le jeu vidéo. Pour le design graphique, c'est pour le coup un domaine qui est plus abstrait pour eux, mais c'est assez facile de les faire se rendre compte que en fait, le design graphique c'est à peu près partout dans notre quotidien et ils ont déjà énormément de codes de lecture de cette communication visuelle. Et du coup, voilà, donc ce temps-là, il est très important. Une fois qu'on a un peu échangé tous ensemble et construit déjà une base commune de référence, toujours dans des échanges toujours très ludiques, interactifs. On n'est jamais, dans cette première partie plus théorique, on ne va jamais être dans un format court magistral. L'idée, c'est vraiment d'être toujours dans un moment très ludique et interactif. On va aller un petit peu plus loin dans la réflexion avec eux. L'idée, ça va être de préciser l'origine de chaque discipline. On fait une petite histoire du cinéma d'animation ou du jeu vidéo, on leur donne des références supplémentaires. Et on va aller jusqu'à essayer de comprendre comment fonctionne en fait chaque pratique. Concrètement, comment on fait un dessin animé, comment on fait un jeu vidéo, comment on fait une affiche de cinéma, par exemple. Et ça, on va le concrétiser à travers une activité de mise en pratique. Donc il y a vraiment 2 grands temps dans ces ateliers, un temps plus théorique, entre guillemets, et un temps de mise en pratique où là, on va toujours proposer dans chaque atelier aux élèves de créer quelque chose en individuel. On leur donne toujours un cadre, mais ensuite, dans les sujets, ils vont être assez libres de s'exprimer comme ils veulent. Donc concrètement, à quoi ça ressemble ? Pour l'initiation au cinéma d'animation, l'enjeu là dans la partie pratique, c'est surtout de les amener à réaliser une petite séquence animée en dessin numérique. Donc ils vont dessiner sur tablette graphique et ils vont travailler sur un logiciel qui est gratuit et extrêmement facile à prendre en main, qui s'appelle Flipanime et qui leur permet de faire une sorte de GIF animé ou un peu comme un flipbook animé, enfin numérique. Regardez des petits exemples.
Donc ça, c'est réalisé en à peu près 1h15 de travail. Voilà, on peut regarder un peu. Donc ça s'appelle une boucle d'animation. Ça peut être très simple. En fait, là, ça paraît très simple, mais en réalité, il y a plein de pattes à animer. Donc cet élève s'est pas donné l'animal le plus simple à réaliser en animation. Voilà, c'est quelque chose d'un peu plus... un élève qui était déjà beaucoup plus à l'aise dans le dessin. Mais c'est vrai que là, j'ai choisi des extraits qui sont assez bien réalisés, mais en réalité, même pour les élèves qui sont beaucoup moins à l'aise avec le dessin, c'est tout à fait possible de partir sur quelque chose de complètement abstrait. L'idée de l'animation, c'est que ça bouge. Donc, c'est pas grave si on ne sait pas bien dessiner, si on anime une forme, c'est très bien aussi. Pour l'atelier d'initiation aux jeux vidéo, dans cet atelier, l'idée c'est que les élèves prennent un peu de recul par rapport à leur propre pratique de joueurs et de joueuses et de les amener à s'intéresser plus à comment on construit un jeu vidéo. Donc ils vont s'intéresser à ce que c'est le game design et surtout le level design. Donc en fait, on va leur proposer de réaliser un niveau d'un jeu de plateforme sur un logiciel qui est plus complexe à prendre en main que le Flickr pour l'animation. C'est un logiciel qui s'appelle GDevelop, mais il reste assez léger dans le sens où ils vont pouvoir se passer de l'aspect codage dans la création de jeux vidéo et se concentrer vraiment plus sur l'univers de leur jeu et les stratégies qu'ils vont mettre en place dans leur niveau. Là, vous avez une capture d'écran d'un jeu qui est réalisé par un élève. Alors malheureusement, on ne peut pas vous montrer faudrait y jouer, faudrait jouer au jeu des élèves pour avoir une meilleure idée de à quoi ça ressemble, mais on peut regarder peut-être une autre capture d'écran. Mais voilà, on reste dans un univers assez simple, mais ils ont la possibilité de vraiment personnaliser à peu près tout l'univers du jeu, changer le fond, etc. Et pour l'atelier d'initiation au design graphique, là l'enjeu c'est de leur faire découvrir les bases du design graphique et les enjeux de la communication visuelle à travers la réalisation d'une affiche, le plus souvent affiche de film ou de série. Donc voilà, à chaque fois on leur propose un sujet et ensuite ils choisissent vraiment à l'intérieur du sujet le film qu'ils ont envie de réaliser. Donc là on a 3 exemples d'affiches. Gagarine, Spider-Man qui revient à peu près à tous les ateliers Spider-Man. Je pense que tous les élèves choisissent à un moment donné de présenter une affiche de Spider-Man. Et Interstellar qui a été réalisé la semaine dernière, celle-là, c'est vraiment très récent. Et en fait, je ne sais plus, j'allais ajouter quelque chose par rapport à ça, mais ça m'a échappé. Ça va peut-être venir. C'est ça, ils le font avec quoi? Ah oui, pardon, je n'ai pas précisé, là on travaille sur un logiciel qui s'appelle Corel Vector. Corel Vector. Oui, c'est ça que je voulais ajouter, c'est que le défi, c'est qu'ils doivent réaliser une affiche sans utiliser d'images de film ou de la série. Ils ne vont pas aller chercher des images des acteurs ou des scènes du film. Et dans ce logiciel-là, il y a beaucoup de... C'est assez facile de composer des choses avec des formes simples. Gagarine, c'est beaucoup de ronds, de carrés, des choses qu'ils ont modifiées. Même Spider-Man, je sais plus, c'est des formes assez géométriques pour faire les yeux qui sont assemblés. Ou encore Interstellar, c'est hyper graphique et simple, mais au final, ça donne un résultat assez intéressant. Et pour peut-être les bénéfices Oui, tout à fait. Du coup, de par ces sujets, jeux vidéo, animation, design graphique, c'est vrai qu'on se rend compte que les élèves, ce qui marche très bien, c'est qu'ils se sentent très vite impliqués et concernés par ces sujets-là. Donc ils sont très vite légitimes de participer dans ces ateliers. Et ce sentiment de légitimité, il est plus rare parfois, j'ai l'impression, dans un milieu scolaire. Donc c'est vraiment un moment où ils se rendent compte que leur loisir correspond à des vrais savoirs techniques, des vrais métiers. Et tout ça, je trouve que ça participe un peu à booster un peu leur confiance à ce moment-là. Et ça, je trouve que ça marche vraiment bien dans ces ateliers. Ensuite, je trouve que la partie pratique, en fait, l'aspect technique est assez simple. On travaille sur des logiciels qui sont faciles à prendre en main, puisque c'est des ateliers unitaires de 2h30, donc il faut qu'ils arrivent à la fin à créer quelque chose, et ils arrivent à un résultat très rapidement. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'assez satisfaisant pour eux de voir qu'on peut créer quelque chose très rapidement. Et encore une fois, c'est pas
que c'est à leur portée et que c'est pas uniquement réservé aux artistes et aux professionnels, que les pratiques amateurs c'est aussi complètement à leur portée. Flip Anim, ce qu'ils utilisent en animation, c'est un logiciel gratuit, on n'a même pas besoin de créer un compte dessus, ils peuvent le réutiliser derrière. GDevelop c'est pareil. Corel Vector, il y a une partie, c'est à la fois payant, mais une partie démo plus simple qui est complètement gratuite. Donc ça fonctionne bien. Et j'ajouterais peut-être un autre bénéfice, mais c'est plus par rapport au rapport prof-élève. Ce qu'on remarque dans ces ateliers aussi, c'est que, après, comme beaucoup d'ateliers, je pense, c'est des temps où les enseignants peuvent observer leurs élèves, parce qu'ils ne sont pas en train de leur faire cours, donc c'est un temps où ils vont vraiment les voir s'exprimer différemment qu'en classe. Peut-être certains se révéler autrement, parce que c'est des sujets qui vont plus les concerner que peut-être faire un cours de maths ou d'histoire géo. Et enfin pour certains, parce que en fait, les gens passionnés par les maths et l'histoire géo aussi. Et puis aussi, comme la technique est assez simple, assez souvent les enseignants vont faire aussi la pratique comme les élèves, ils vont aussi créer une animation. À la fin, on va montrer tous les travaux d'élèves et les travaux des enseignants, tout le monde est un peu à la même, est positionné à la même échelle et ça fonctionne assez bien. Ça amuse aussi beaucoup les élèves de voir leur enseignant faire la même chose qu'eux dans un cadre scolaire. Moi, je vais poursuivre un petit peu, en fait, ça va être un petit peu lié à ce dont vient de parler Marion, mais je vais parler d'un format qu'on a mis en place depuis 2 ans maintenant, qui est aussi issu de TUMO et qui va prendre une forme un petit peu différente, que sont les stages de prévention des fragilités scolaires. Donc là, pour le coup, on est sur du hors temps scolaire, alors on va pas tout de suite pouvoir rester sur... Pardon. Donc là, on est sur un format effectivement hors temps scolaire, mais aussi, on ne fait pas venir des groupes, parce que nous, souvent, on travaille avec des groupes, des champs sociaux, avec des groupes associatifs, des groupes de centres sociaux, etc. Là, par contre, on fait venir des jeunes individuellement. C'est-à-dire que voilà, c'est sur le temps, en général, des vacances. Et l'idée, ça va être, pareil, de leur faire profiter en fait, de contenus qui sont issus de TUMO, mais sur un temps un peu plus long et sur des projets un peu plus développés que sur la demi-journée qu'on a en général sur les ateliers. Donc là, pour le coup, autant les ateliers d'initiation, nous, on peut les animer par nous-mêmes, parce qu'on est vraiment sur de l'initiation, autant là, en fait, on va aller un peu plus loin, donc on va travailler encore plus de manière maillée avec les équipes de TUMO. On va travailler en fait directement avec les formateurs et formatrices de l'école TUMO, qui sont des professionnels de différentes disciplines, mais qui travaillent à TUMO et qui donc enseignent la discipline qu'ils pratiquent aux jeunes qui sont inscrits. Donc on va avoir en fait un format une journée et un format une semaine. Donc je vais développer un petit peu sur certains exemples assez rapidement par la suite. Mais avant ça, quand même, une petite introduction qui est sur un sujet qui est un petit peu central en fait dans ce format-là. C'est donc, voilà, je parle de prévention des fragilités scolaires. On fait donc appel à ce moment-là, enfin, en tout cas, on convie à ces stages-là des jeunes qui sont en situation de fragilité scolaire. Donc en gros, ça peut correspondre à du décrochage scolaire, à du pré-décrochage scolaire, à de la phobie scolaire. Donc ça peut être plein de profils de jeunes assez variés qui vont avoir un point commun. C'est qu'en fait, à l'école, ça ne se passe pas idéalement pour diverses raisons. Forcément, ça peut aussi impliquer de l'absentéisme. Il y a beaucoup de jeunes qui sont absentéistes dans les jeunes avec qui on va travailler sur ces stages-là. Et à la base, ça va poser donc une question qui est aussi fondamentale, c'est que le public, cette fois, n'est pas captif. C'est un terme qu'on emploie forcément pour les publics qui viennent en groupe, parce qu'en gros, ils n'ont pas le choix de venir, de toute façon, ils sont déjà là. Là, en l'occurrence, c'est des jeunes qui ne vont pas forcément tout le temps à l'école, et on leur demande de venir à un endroit qu'ils ne connaissent pas, sur leur temps de vacances scolaires, faire un truc un peu mystérieux pour eux. Donc franchement, on ne part pas gagnant. Au départ, ça nous faisait un peu peur quand on a lancé le format il y a 2 ans. Et donc voilà, pour nous, ça demande un accompagnement qui est assez spécifique et assez unique par rapport aux autres activités qu'on mène. En fait, le pari qu'on a pris, le pari qu'on a fait sur ces stages-là, c'est qu'on s'est dit, on va entrer en contact directement avec les jeunes. On va passer, en fait, à la case parent, on va passer à la case relais. Notre but à nous, c'est justement de mettre les jeunes dans une position où ils ne vont plus avoir un responsable qui va leur demander d'aller quelque part. C'est-à-dire qu'en gros, on va essayer d'entrer dans un rapport de confiance avec eux, on va les contacter, on va essayer de les responsabiliser pour leur dire, écoute, franchement, si ça t'intéresse, tu vas pouvoir faire de la création numérique, travailler sur des ordi, on compte sur toi pour venir ce jour-là, et donc on interagit directement avec eux, en fait, par téléphone. C'est-à-dire qu'on a leur contact téléphonique, ce qui nous aide beaucoup parce que souvent, c'est des jeunes aussi,
qui vont manquer un peu de confiance et surtout qui vont, si jamais ils ont du mal à trouver, si jamais ils savent qu'ils vont être un peu en retard, ils vont se dire bah, c'est bon, allez, j'y vais pas, de toute façon, on va m'engueuler parce que je vais arriver en retard, etc. etc. Du coup, notre objectif, c'est déjà en amont de les responsabiliser, et puis le jour J, en fait, qu'ils puissent nous envoyer un SMS ou un appel au moindre problème, et en fait, on puisse aussi les rassurer en mode t'es en retard, pas grave, viens, t'inquiète pas, on t'accueille, 1 heure et demie après, puis viens l'après-midi, c'est pas grave et tout. Et notre but avec tout ça, c'est qu'ils se sentent en gros accueillis de manière bienveillante, quelle que soit la manière dont ils arrivent, quelle que soit l'heure, quelles que soient les galères ou quoi. Et en général, on a une grande chance au forme des images, c'est qu'une fois que les jeunes viennent une fois, en fait, on a un espace quand même pas mal d'ordi, ou voilà. En fait, on a beaucoup de bonus par rapport à l'attractivité pour les jeunes. C'est que voilà, on a le numérique, on a le fait qu'on les fait travailler sur des ordi, sur des disciplines en général qui les intéressent. Donc, une fois que le premier jour est passé, on a remarqué donc, les jours suivants, en général, quasiment tout le monde revient. Donc c'est quelque chose qui est... Le plus dur, c'est le début, c'est de réussir à donner envie à ces jeunes de venir. Donc, effectivement, on a deux formats. Donc, un format plus important, je dirais, qui est le format 4 jours, donc semaine de suite. Les jeunes viennent tous les jours, donc de 10h à 16h30, avec repas offert par le forum des images, donc ça veut dire qu'ils passent vraiment la journée avec le groupe. Et ils font un projet donc, qui va s'étaler sur ces 4 jours. Et on a aussi un format une journée, qui va avoir un petit peu les mêmes objectifs que les ateliers d'initiation, à savoir s'initier à une discipline et finir avec un objet concret qu'on a fait à la fin. Donc on peut prendre un premier exemple effectivement sur une journée, qui était une journée où les jeunes allaient découvrir le dessin et la 3D. Et donc ils sont arrivés à ce genre de résultat à la fin. Le résultat final en fait était une capture d'écran finalement de leur espace 3D qu'ils avaient conçu. Donc là ça me permet d'aborder un sujet qui est important pour nous par rapport à ces publics, par rapport à ces contenus. C'est que nous, nos objectifs par rapport à ces jeunes, c'est la valorisation. Ça, Marion l'a dit aussi sur les ateliers d'initiation, mais c'est vrai que sur des jeunes qui sont en fragilité scolaire, nous, c'est une de nos priorités principales, c'est qu'ils se sentent en fait valorisés, qu'ils se disent à la fin, j'arrive à faire des choses, ça peut être pour moi tout ça. Donc en fait, quand on a un temps réduit comme une journée, on va devoir réfléchir un peu à comment on peut éviter au maximum de les mettre en situation d'échec, de mettre n'importe qui en situation d'échec pendant cette journée-là. Le dessin, on a remarqué que c'est une discipline qui peut être bloquante. Parce que du coup, on peut facilement, et surtout quand on a peu de temps, avoir du mal à avoir un résultat qui nous paraît satisfaisant, et puis ça peut être un petit peu décourageant, surtout que les niveaux d'entrée sont très disparates. Il va y avoir des jeunes qui sont très à l'aise, des jeunes qui sont beaucoup moins à l'aise, donc ça peut être compliqué. Donc pour cet atelier-là, l'idée c'est qu'en fait, notre formatrice dessin a préparé des silhouettes à l'avance, des silhouettes de personnages qui assuraient d'avoir un personnage qui existe, qui soit là, mais juste en format silhouette. Et en fait, les jeunes ont été concevoir tous leurs vêtements, leurs visages, ils ont pu les personnaliser, et ça a permis de faire des personnages à la fin dont tout le monde était fier. En fait. Certains ont pu ceux qui étaient les plus à l'aise ont pu en faire plusieurs, et en fait, c'est quelque chose qui va être fait de manière assez régulière dans ce genre de format, c'est de se dire, la créativité, ça ne veut pas dire partir forcément de zéro. Et c'est pas parce qu'ils partent pas de zéro que c'est pas eux qu'on fait, en fait la chose en question. L'idée, c'est surtout qu'ils puissent s'exprimer, en gros. Et du coup, une situation d'échec technique ou de galère technique, c'est dommage qu'elle empêche la créativité. L'idée, c'est de, en gros, offrir le cadre qui va permettre aux jeunes, tous les jeunes, sans exception, de pouvoir exprimer leur créativité à leur manière. Donc, pour la 3D, c'était un petit peu la même idée, c'est-à-dire qu'il y avait une base en termes d'univers graphique. Donc, vous voyez de toute façon qu'il y a des points communs entre les différentes créations. Par contre, dans cette base-là, il y avait tout à fait moyen de personnaliser, de choisir l'heure de la journée, d'où dîner, le moment où placer le personnage. Et puis pour les plus à l'aise, d'aller commencer à concevoir effectivement des choses par eux-mêmes, comme la maison par exemple, on l'a remarqué là. Donc voilà, chacun en fait avait le moyen de se placer par rapport à son aisance sur le logiciel, mais tout s'était assuré à la fin d'avoir une création qui était achevée et dont ils pouvaient être fiers. Et effectivement, ce jour-là, ils étaient plus entre 10 et 15. Et il y a juste un jeune qui n'a pas accroché à la proposition de la journée, mais c'est quelque chose qui est inévitable, et ça on ne peut pas dire l'inverse. C'est que nous on fait le maximum pour que le plus de jeunes possible se toucher. Ça marche des fois pas pour tout le monde, on essaye de faire le max. Dans ces cas-là, nous, notre politique, entre guillemets, vu que voilà, on est sur du portant scolaire et tout, c'est de ne pas forcer non plus, c'est-à-dire qu'on ne va pas les pousser toute la journée. Si à un moment ils n'ont pas du tout envie et que ça les intéresse pas, on ne va pas non plus les obliger à rester absolument jusqu'au bout et à faire l'activité de manière rigoureuse. On veut vraiment se distinguer de l'école à ce niveau-là. Donc il y a d'autres disciplines sur du format une journée qui vont pouvoir être qui vont pouvoir être plus confortables en termes effectivement de création du début à la fin. Là on vient sur GDBLA. La différence avec l'atelier dont parlait Marion juste avant, c'est que en format une demi-journée, on a déjà en fait tous les. Alors on parle d'assets, en gros on a tous les éléments qui peuvent être utilisés dans le jeu. On a déjà entre guillemets
le fonctionnement, la gravité déjà programmée, tout en fait, toute la machinerie du jeu existe déjà, et les jeunes par contre peuvent créer un niveau. Là, la différence, c'est qu'ils vont eux-mêmes, en une journée, avoir le temps de créer toute la machinerie du jeu, et en plus derrière, de créer leur niveau, avec donc le choix de quel personnage ils souhaitent mettre, etc. etc. Donc ils ne dessinent pas, quoique certains ont pu dessiner par eux-mêmes certains passages, certains éléments, mais ils prennent des éléments qui existent dans une base de données, mais par contre, ils conçoivent tout par eux. Et il y a un salut Corentin qui est dans la salle, qui était donc l'animateur sur cette journée-là, qui a permis de faire des jeux super chouettes. Et ce qui nous a beaucoup impressionné, parce qu'en fait, en une journée, on a trouvé ça assez fou que les jeunes parviennent à partir de rien et arrivent à un niveau de jeu de plateforme fonctionnel et vraiment personnel pour eux. Ensuite, alors je vais laisser, puisque je sais que l'heure tourne, je vais me concentrer un tout petit peu sur les stages d'une semaine. Les stages d'une semaine qui nous permettent d'aller un peu plus loin encore sur. Alors voilà, vous découvrez, je vais vous dire un peu le contexte de cette truc-là juste après. Qui nous permettent d'aller plus loin sur l'aspect création et sur l'aspect justement accompagnement des jeunes en fragilité scolaire. Il faut savoir que ce format-là, en fait, donc il est issu du mot, mais il est issu aussi de la pédagogie qu'on appelle ADVP. ADVP, c'est activation, développement vocationnel et personnel. Bon, c'est un nom un peu tendu, mais en fait, c'est oui, désolé. C'est l'idée d'un accompagnement qui ne va pas être une redite par rapport à, par exemple, le rôle d'un conseiller d'orientation. C'est vraiment l'idée d'aller travailler avec les jeunes sur, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent eux, mais sans l'orienter tout de suite vers des études, vers un travail, etc. L'idée, c'est de l'orienter vraiment vers eux, comment ils se sentent être, qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie, et qu'est-ce que ça peut vouloir dire de la direction qu'ils veulent donner à leur vie. Mais, alors évidemment, ça parle aussi d'études et de travail, mais l'idée, c'est de ne pas en faire quelque chose d'unique horizon. C'est pas en faire un unique horizon, mais plutôt parler du futur, avec tout ce qui peut. Et comment on peut lier ça à l'initiation à la création? Pour nous, ça passe par l'idée d'aller proposer en fait des sujets qui vont être liés aussi à du récit de soi. Donc là, par exemple, il y avait une semaine autour du design graphique, où l'idée, ça a été de proposer aux jeunes de créer un personnage en leur apprenant à le créer, en leur apprenant à faire du montage d'images, à faire du design sur Photoshop, et essayer d'écrire ce personnage aussi. Donc réfléchir à quel personnage ils aimeraient créer et quel lien ils aimeraient faire avec eux. Donc ça a permis à des jeunes de créer des passages qui les faisaient un peu rêver. Donc il y a un aspect aussi très ludique où ils vont mettre plein de trucs qu'ils aiment bien et en faire une espèce de mash-up dans leur personnage. Bon, là il y a du Naruto au milieu, là il y a du Lakuno à droite par exemple. Mais il va y avoir aussi quelque chose de même, alors qu'on n'a pas vraiment forcé, mais qui est venu assez naturellement par le contexte peut-être aussi du stage, par l'accompagnement par certains de nos formateurs ADVP, justement, dont je parlais. Et il va y avoir par exemple une jeune fille qui était qui se posait pas mal de questions cette semaine-là sur la question du genre, sur son genre notamment, qui nous en parlait un petit peu. Et du coup, voilà, resté, évidemment, on n'a pas cherché à lui faire dire, enfin, c'était elle qui venait vers nous pour nous parler de ça, on n'a pas cherché à aller plus loin, ou la mettre mal à l'aise, ou la forcer à dire des choses sur elle, sans qu'elle ait évidemment envie de nous en parler. Mais en fait, c'est ressorti dans son personnage, qui effectivement donc, est ce petit axolote qui s'appelle Néo. Et par exemple, voilà, elle a fait cette fiche clinique, genre elle a mis pas tes affaires, voilà. Ça lui a permis aussi d'aller projeter des questions qu'elle se posait elle-même, et puis d'aller créer, je dirais, une sorte de personnage un petit peu feel good, où elle pouvait écrire un personnage qui la faisait se sentir bien, qui lui permettait de s'identifier, mais aussi d'aller essayer de réfléchir à ce qu'elle voulait être, ce qu'elle pouvait être, ce qu'elle aimerait bien pouvoir chez quelqu'un. Pareil alors bon, c'est assez évident pour Draman, voilà, réalisé par Draman, il a créé un personnage qui s'appelle Drams. On voit un peu le lien avec lui, et donc c'est cet homme renard avec 9 queues, comme le renard à 9 queues de Naruto, voilà l'influence. Et donc Drams, c'est pareil, on n'a pas la description ici, mais c'est pareil, il est un peu timide, il a un peu de mal à parler aux filles et tout. Donc, il décrivait un peu le perso, on voyait bien qu'il allait un petit peu exprimer lui des inquiétudes qu'il avait au collège à travers ce perso. Et donc voilà, ça se traduit aussi dans le personnage qui a été créé à droite, donc Alpha, qui était donc, cette jeune fille qui part effectivement de l'archétype, parce que je crois qu'elle a utilisé une base du personnage de Lakuno, et après elle a été modifiée des choses en ajoutant des jambes mécaniques, en dessinant le personnage par elle-même aussi, en dessinant son visage. Donc pareil, ça lui a permis d'aller mélanger des choses qu'il a travaillées au quotidien, des références personnelles, des choses qui lui plaisent dans les médias, dans ce qu'elle regarde, etc. Et d'en faire un personnage qui est entre l'identification personnelle, la projection de soi dans le futur, et le personnage, justement, encore une fois, comme je parlais, assez confort, assez doux, on peut vraiment se sentir bien en le créant, en le regardant. Donc chacun a pu créer des travaux individuels, mais il y a aussi eu un enjeu de, nous on aimerait bien que chacun ait son truc,
mais que c'est chouette aussi que les jeunes puissent communiquer et travailler ensemble. Et donc, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a proposé ensuite aux jeunes de se mettre par groupe et d'imaginer des univers où leurs personnages coexistent. Et donc, d'imaginer les aventures qui se passeraient dans cet univers. Donc, on peut passer à la slide suivante. Je vous ai quelques exemples d'affiches, par exemple, qui ont été créées et d'images de situations qui sont en train de se passer. À gauche, vous avez les occultes. Donc, on était sur un film vraiment assez glauque. Il faut remarquer que l'axologue, du coup, dans cet univers, est devenu carrément l'informaticien, le hacker, qui est en train d'essayer de démanteler une secte. Donc voilà, les histoires se sont mélangées, les univers on va dire, ont fusionné pour des résultats un petit peu étonnants, mais il y a vraiment l'idée de travailler, que tout le monde travaille ensemble, et puisse essayer comme ça de voir comment des mondes du coup très personnels, peuvent se rencontrer, et qu'est-ce qu'ils peuvent donner en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent donner leur monde. Donc voilà, on a The Cult, on a le monde de Flox, avec un univers un peu plus manga, clairement plus manga, annoncé quand même en 3D dans les salles en 2008. Donc pourquoi pas. Et donc là, dans le lore un peu, parce que j'ai mis que quelques images, en gros, les trois personnages formaient un peu un trio de super-héros, entre guillemets, et chacun a un peu son ennemi juré qui sont présentés là tout en haut. Donc c'était issu un peu des créations de chacun, et qui se battaient tous les trois contre l'adversité. Dans des univers, alors, vous voyez, il y a des scènes carrément, donc vous remarquerez beaucoup de violence. Il y a des missiles, il y a des fusées, il y a des vaisseaux sous les eaux et tout. Mais ça fait partie aussi justement de cette idée de reproduire un peu les produits qui consomment, les super-héros, les batailles contre l'adversité énorme, galactique, à l'échelle galactique et tout. Donc voilà, il y a cette idée de vraiment prendre leurs univers, de leur donner un petit peu, on va dire, le terreau pour aller donner vie à leurs univers, et en essayant de les pousser un petit peu à émettre d'eux et à réussir à leur faire parler d'eux à travers tout ça. Donc voilà, on est sur un mélange vraiment entre quelque chose qui va totalement venir d'eux, puis en même temps, forcément, on les encourage aussi, avec ce qu'on leur propose comme discipline et comme exercice à partir d'une certaine direction. Et le dernier mot de c'est la valorisation, qui est très importante pour nous. Donc il y a une restitution le dernier jour, on invite tous les parents, là pour le coup, on fait le lien avec tous les parents, tous les relais associatifs ou les profs qui nous ont fléché les jeunes, et l'idée c'est qu'ils puissent présenter ça à tout le monde, le présenter sur une petite scène, et que ça puisse du coup être un moment un petit peu euphorisant. En fait. Tu parles à truc, donc forcément, là je speed parce que je vois bien dans l'heure. Ça fait une porte d'entrée aussi, donc c'est quelque chose qui peut représenter un one-shot, mais qui est aussi une porte d'entrée pour notamment s'inscrire à Tumo. Donc Tumo c'est gratuit, on peut s'inscrire quand on veut dans l'année. En fait, il y a pas mal de jeunes qui par la suite prolongent l'expérience, et en fait, s'inscrivent à Tumo pour rentrer à Tumo, et font ça toute l'année. Alors c'est pas forcément quelque chose auquel ils auraient pensé, et surtout c'est pas forcément quelque chose pour lequel ils se seraient sentis légitimes en fait, alors que finalement ils peuvent très bien réaliser tout ça. Alors, le temps de tout, il nous reste seulement 10 minutes à peine. Donc je ne sais pas sur quoi vous voulez peut-être. On avait préparé peut-être la partie limite. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être dire un petit mot rapidement là-dessus. S'il y a des difficultés que vous rencontrez, peut-être par rapport au public, c'est peut-être des publics, des dispositifs. Je peux dire très rapidement sur le public, parce que pour moi c'est la plus grosse difficulté, parce que j'ai vraiment, je pense que le forum, vous avez aussi ce problème financier en tout cas. C'est moins une question chez nous là actuellement, mais sur le public en fait la complexité c'est, même si vous leur proposez quelque chose qui est vraiment fléché pour eux, vraiment axé sur une pratique qu'ils ont, le fait de les faire venir jusqu'à nous est le plus compliqué. Même sur un atelier TikTok qui peut paraître un peu sexy, même pour des enseignants où ils disent ah génial ça va plaire à mes élèves et tout, il y a des élèves qui ne comprennent pas que l'atelier s'appelle de scroller pendant 3 heures. Donc il faut leur expliquer le principe de la création et compagnie. Donc ouais, moi ma plus grosse difficulté actuellement c'est d'essayer de faire comprendre aux jeunes qu'on s'adresse vraiment à eux, qu'on n'est pas des gros boomers aussi parce que ils s'attendent quand même vachement à avoir des personnes qui vont leur apprendre à utiliser TikTok et leur dire que c'est pas bien parce qu'il y a un regard en France sur ces nouveaux médias qui est quand même assez négatif. Donc l'idée c'est de leur dire hey, vous inquiétez pas, on n'est pas là pour vous dire tout ce que vous faites c'est mal, toutes vos pratiques elles sont illégitimes, et justement essayer de leur montrer qu'on s'intéresse à eux, on s'intéresse à leurs pratiques, et toujours cette démarche de faire un pas vélo. Oui, alors moi je vais sur les ateliers que je vais présenter, ils fonctionnent assez bien, donc avec les élèves en tout cas on rencontre des difficultés peut-être plus sur la partie pratique, dans le sens où ils sont tous en individuel sur des ordinateurs et on travaille avec des groupes classes qui sont parfois de 30 élèves.
Donc ça va être surtout ça, de réussir à les accompagner vraiment au moment où ils sont en train de créer. Parfois on est un peu en train de courir entre tous les élèves pour les questions. Donc ça c'est un aspect qui est quand même plus compliqué et du coup c'est des ateliers qui nécessitent d'être plusieurs, pas l'animer seul, on est 2 ou 3 en général. Ça c'est un point de difficulté. Et sinon ce serait plus par exemple sur l'atelier design graphique, le point plus compliqué c'est parfois des attentes des enseignants qui s'inscrivent à ces ateliers, parce que ça nous arrive assez souvent que des enseignants s'inscrivent à l'atelier design graphique parce qu'ils ont envie de mettre en affiche un projet qu'ils ont fait dans l'année en classe, et ils nous demandent en fait d'imposer un sujet aux élèves, et c'est quelque chose qu'on a déjà essayé de faire en répondant à ce type de demande, et ça fonctionne hyper mal. Que du coup à la fois dans une initiation on oblige les élèves à avoir un résultat, il y a toujours un résultat à la fin, mais je veux dire on les oblige pas à avoir un résultat qui va être noté, qui va être parfait. C'est une initiation, on peut complètement se planter, c'est pas très grave, l'idée c'est qu'ils commencent à prendre un petit peu ces outils. Donc dès qu'on leur impose des sujets, ça marche vraiment moins, et surtout si c'est dans un optique de rentrer dans ce qui avait été préparé avec leur enseignant avant l'atelier, mais nous on est plus ou moins au courant. Donc voilà, ça va être ce type d'incompréhension sur ces initiatives qui sont pas faites pour ça. Voilà. Et du coup, sur les stages notamment dont j'ai parlé avant, le recrutement c'est quand même un challenge pour recruter des jeunes individuellement et qu'ils ont quand même la caractéristique d'être en fragilité scolaire et d'être intéressés par la création numérique. Donc c'est un travail quand même qui nous demande beaucoup en fait de contact avec des relais dans les établissements scolaires ou dans les centres sociaux. Donc ça demande quand même beaucoup plus de travail que quand on fait venir des groupes associatifs par exemple. Mais sinon la difficulté principale, je dirais, c'est le positionnement par rapport à certains jeunes, qui vont être donc des jeunes qui sont des jeunes décrocheurs et qui vont des fois en fait soit être un peu hostiles à l'atelier, soit être vraiment perturbateurs dans le groupe, c'est-à-dire qu'ils vont être contents d'être là, ils vont être contents d'être là pour mettre un bon bazar dans l'atelier, quoi. Et des fois c'est pas évident parce que nous il y a des jeunes qui disent en fait vraiment j'ai pas du tout envie d'être là, est-ce que je peux ne pas revenir? Et nous notre envie c'est de leur dire, alors il y a forcément un truc où on se dit bon, on a envie de les pousser un peu parce qu'on sait que des fois les jeunes ils ont pas envie en arrivant, mais qu'en fait ils pourraient finir par apprécier. Bon, au bout d'un moment s'ils ont vraiment pas envie d'être là, on se dit c'est leurs vacances, on leur pourrir leurs vacances en fait. Donc on leur dit en vrai non, t'es pas forcé de venir. Sauf que derrière on a un petit coup de fil des parents, on se rend compte que les parents ils sont très contents que le jeune fasse ça, et du coup en fait nous on est un peu, du coup le jeune reste finalement par rapport à nous dans une logique un peu scolaire où il est forcé de venir, et donc on échoue un peu sur le positionnement qu'on va avoir avec eux. On veut être un espace agréable pour eux pendant les vacances. Et pareil sur des jeunes très perturbateurs qui rentrent pas du tout dans l'atelier, qui vont pas mal perturber le reste du groupe, du coup ça nous pose toujours question, savoir quelle est la limite pour nous, parce qu'on se présente comme une structure qui là accueille les jeunes en fragilité scolaire. On se dit, on est censé avoir les épaules pour les accueillir, censé justement pouvoir ne pas les mettre dans une situation où justement ça ne marche pas. Justement, on veut éviter au maximum qu'encore une fois, ça ne marche pas pour eux dans un projet comme celui-là. Donc souvent, on essaye jusqu'au bout. Et des fois, on se dit, on a bien fait, mais des fois, en fait, on se dit, c'était pas la bonne idée, en fait, parce que jusqu'au bout, ils rentrent pas dedans. La restitution, du coup, est un moment particulièrement dur, puisque un jeune qui n'est pas rentré dans l'atelier et qui voit les travaux de tout le monde être présenté devant tout le monde à la fin, quand lui, il s'est pas vraiment investi et qu'il voit qu'il n'y a pas grand-chose de son côté, c'est un moment qui est pas évident pour eux, et du coup, ils essaient de dynamiter un peu la restitution, enfin bref, ça crée des moments qui sont pas évidents. De toute façon, c'est évident, c'est des publics qui posent plein de questions, mais c'est quelque chose, pour le coup, qui dépend du groupe, qui dépend des jeunes individuellement à chaque fois, et qui nous pose toujours des questions. Et c'est très difficile, et on n'a pas la réponse pour le coup là, sur les limites, c'est toujours du cas par cas, mais ça a plus souvent donné des choses positives de s'accrocher que l'inverse. C'est toujours dur quand même, dans un groupe, de voir un jeune qui finalement se retrouve encore en difficulté à la fin, et qui du coup, qu'on n'a pas réussi à mettre en valeur en fait. Mais jusqu'ici, ça arrive encore quelquefois. Enfin, c'est comme disait Lynette, de toute façon, on ne va pas faire des miracles en quelques heures, en quelques jours. On fait le maximum en tout cas, et quand ça marche pour plein de jeunes, on est déjà super content. Merci, je pense qu'on va finir sur cette note positive. Est-ce qu'il y a des questions? On a 5 minutes pour en prendre. Oui. Moi j'aurais une question sur l'image, parce que j'ai l'impression que sur TikTok notamment, les jeunes ils sont souvent passifs sur la plateforme, ils scrollent mais ils créent pas. Ils ont des comptes un peu anonymes, etc., mais ils n'ont pas de contenu créé dessus. Est-ce que tu as déjà des jeunes qui ont dit moi je veux bien mettre que des fonds verts, mais ne pas passer devant parce que mon image me pose problème, ou parce qu'ils...
il se trouve moche, enfin, je sais pas, est-ce que dans ce cas-là, tu as un accompagnement sur mais si ça va être marrant, tu peux essayer, ça reste privé et c'est pas diffusé sur la plateforme. Est-ce que vous avez une plateforme TikTok du cinéma où dans ce cas-là, les créations d'ateliers sont diffusées? Enfin, avec la gestion de l'image des jeunes, comment ça se passe? Je vois mieux sur les affiches par exemple où en fait il y a pas de visage parce que c'est des personnages annexes à eux. Et quand c'est eux physiquement qui sont en jeu, ça me. Alors il y a deux choses dans ce que tu dis. Sur le fait de montrer son visage, moi je les oblige pas. Parce que je sais que l'adolescence c'est quand même pas le moment le plus simple en termes d'image et de rapport au corps et de soi et aux autres, etc. Donc s'ils ont pas envie de montrer leur tête, ils montrent pas leur tête. Donc c'est très ok. Je leur dis juste par contre, je veux qu'on entende votre voix pour des raisons évidentes de l'utilisation d'une voix robotique et pas incroyable sur un TikTok si on voit pas en plus leur tête. Donc je veux juste qu'on entende au moins une voix off. Après, s'ils trouvent un moyen créatif encore plus sympa de mettre en valeur leurs paroles et tout, pourquoi pas. Bon, jusqu'ici c'est pas arrivé, mais je dirais que la majorité, on voit pas leur tête sur les TikTok. Ouais, la grande majorité utilise des images d'illustration et donc ils enregistrent une voix off, ce qui en plus est plus rapide en règle générale que de se montrer eux-mêmes. Et sur la deuxième partie, c'est sur la diffusion. Moi, tous les TikTok qu'on crée ne sont pas diffusés sur la plateforme. Alors maintenant, en Magnifique, il y a une mise à jour, donc on n'est même plus obligé d'uploader les fichiers qui créent sur la plateforme pour ensuite les enregistrer, parce qu'on les, en gros, on les uploadait en privé sur soit le profil des jeunes, soit sur un compte autre. Et ensuite on enregistrait la vidéo et ensuite on la supprimait. Mais maintenant ça y est, on peut juste créer, et en restant dans l'outil de création, on peut l'enregistrer directement, donc on n'a même plus besoin de passer par TikTok. Donc il n'y a aucune diffusion pour des histoires de droit en fait. J'ai trop la flemme de faire signer les autorisations, etc. Et après moi je récupère les formats pour les diffuser en salle de cinéma. Alors c'est laid, mais l'idée c'est de montrer aux jeunes que leur parole a aussi la place dans une salle de cinéma. Donc montrer un TikTok sur un grand écran, effectivement c'est pas incroyable, mais ils sont trop contents et c'est très rigolo. Vous les regardez, vous voir leur vidéo et en fait ils refilment ce qu'ils sont en train, parce que du coup ils sont dans la salle de cinéma et il y a un truc un peu comme ça qui est assez fun. Mais moi il y a juste une diffusion en salle, je peux donner les formats aux enseignants s'ils le souhaitent. Pour les salles de cinéma, j'ai eu qu'une seule fois la demande à Saint-Denis de diffuser les contenus sur leurs réseaux sociaux en termes de communication. Je leur ai dit ok, mais c'est pas moi qui m'occupe des autorisations, vous les débrouillez entre vous. Et moi après je diffuse les formats juste dans ce type de table ronde ou formation, mais c'est tout, les vidéos sont diffusées nulle part ailleurs. Vous avez une exclusivité. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Déjà, merci beaucoup pour cette présentation et pour surtout les présentations des travaux des différents élèves, je trouve ça génial. J'avais une question particulièrement sur Tumo. En fait, j'avais réalisé un stage à la mission cinéma de la ville de Paris et j'avais travaillé avec Tumo sur la place des parents dans l'institution. Et en fait, beaucoup de parents m'avaient confié qu'ils voyaient vraiment Tumo comme quasiment une structure de pré-professionnalisation pour certains enfants. Et je me demandais, dans la médiation, quelle stratégie vous mettez en place pour justement rompre avec cette approche qui peut venir notamment des parents, qui est de leur dire allez à Tumo comme vous irez au conservatoire ou comme vous allez à l'école, pour un peu rompre avec ce côté scolaire et pour justement qu'ils puissent vraiment s'épanouir dans leur pratique. C'est une bonne question. Je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait répondre parce qu'on n'est pas directement animateur ni formateur à Tumo. Et c'est sûr que nous, dans nos pratiques, c'est un peu différent, je dirais, vu qu'on est sur de la frontière avec. On est sur du pré-Tumo en fait, au final, sur nos ateliers et sur nos actions. Mais peut-être aussi préciser qu'à Tumo, c'est aussi, c'est vraiment une question qu'on peut avoir souvent des parents, c'est pas professionnalisant, il n'y a pas de diplôme à la fin. Et je pense que le fait que le format de Tumo hors temps scolaire qu'on n'a pas vraiment présenté là aujourd'hui, en fait, le jeune peut venir en se disant je vais m'inscrire à telle discipline, mais en fait après il choisit ses disciplines, il peut vraiment basculer, il a cette liberté aussi d'aller un peu, c'est ses parents qui va peut-être inciter dans un premier temps à venir parce qu'il le voit dessiner, il va faire ci ou ça, et en fait il va découvrir encore autre chose. Donc je ne sais pas si ça répond un peu, mais c'est vrai qu'on n'est pas les personnes les mieux placées pour parler de cette stratégie-là. Après, ça fait partie quand même vraiment de
de la philosophie de Tumo aussi, d'aller aider les jeunes, on va dire, dans leur parcours par la suite. Avec quand même l'utilisation de logiciels professionnels dans toutes les disciplines, et puis un accompagnement aussi sur des formations par la suite. Mais c'est sûr que la priorité reste quand même la créativité, etc. L'idée, c'est de pouvoir l'accompagner d'une manière ou d'autre. Et puis en plus, forcément, de s'adapter à chaque jeune, parce qu'évidemment, un jeune qui arrive à 12 ans, ou un jeune qui a Tumo, qui a 17-18 ans, ils ne vont pas avoir du tout le même rapport à justement pourquoi je crée des choses, quoi. Enfin, ça va pouvoir dépendre aussi de chaque parcours. Après, c'est sûr que les parents, c'est des trucs qui peuvent leur vendre du rêve, quoi, le côté en plus, dis donc, ça va t'aider dans tes dossiers. Mais je dirais que Tumo n'est pas non plus dans la censure totalement de cet aspect-là. C'est un des aspects de Tumo, je dirais, mais pas du tout le seul, quoi. Ouais, j'avais une question sur le contenu et le travail pédagogique qu'il y aura derrière. Est-ce que vous fixez une limite qui est de rester sur l'aspect technique et la valorisation du coup de cette technique, de cette prise en main, etc. Ou est-ce que quand même vous rentrez un peu sur un discours où vous avez dit il y a beaucoup de violence, on a vu la première petite vidéo, il y a un peu un rapport aux dealers de drogue, etc. assez évident. Est-ce que quand même il y a la place pour ce discours-là, ou est-ce que vous fixez cette limite de ne pas être dans le jugement et pas dans ce discours pour rester vraiment sur la valorisation technique? Je pense qu'il y a un peu de l'entre-deux là-dessus. Enfin, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même discussion, questionnement et tout, mais l'idée c'est, en tout cas sur ces stages-là, d'éviter de censurer les envies des jeunes. Enfin, il y a certaines affiches que j'ai pas mis là justement parce que je me disais que ça allait peut-être être un peu limite, mais où effectivement c'était quand même dans l'imagerie un petit peu problématique, mais qui en même temps la pousse des jeunes aussi qui auraient peut-être la flemme en fait de faire des exercices très cadrés, très propres, et qui vont dans leur univers, qui peuvent avoir un petit peu leur rugosité, on va dire. Mais par contre, toute la semaine, et ça va avec l'idée de l'accompagnement des VP, toute la semaine, il y a l'idée d'échanger en permanence avec eux et de questionner tout ce qu'ils vont concevoir, mais sans trop leur donner de limites. À part, évidemment, il va y en avoir quand même sur, évidemment, le racisme, le sexisme, etc. Enfin, il y a évidemment des limites qu'on ne peut pas... il y a plein de choses qu'on ne peut pas accepter. Mais ces limites, j'imagine qu'elles dépendent un peu de chacun. Je sais pas comment... Ouais. Mais c'est une très bonne question parce que, en tout cas, sur les ateliers unitaires scolaires, en fait, le fait que c'est dans un cadre scolaire, déjà, ça limite un petit peu plus ce genre de contenu, mais ça nous arrive quand même. Que notamment dans l'atelier animation, on les laisse travailler. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas être derrière chaque élève tout le temps. Donc parfois, ils peuvent avoir des animations qui vont être un peu plus violentes et ce genre de choses. Et ça nous échappe un petit peu et on n'a que 2h30 avec eux, on ne connaît pas bien ces élèves. Donc ça nous est déjà arrivé d'être un petit peu frustrés de ne pas pouvoir bien les accompagner là-dessus. Et du coup, sur ces temps d'atelier qui sont très très courts, on s'assure que les enseignants qui étaient présents ont vu, on s'en parle un petit peu rapidement pour s'assurer qu'il y ait quand même un petit suivi derrière éventuellement. Après ça reste assez rare, mais ça peut arriver qu'il y ait des animations un peu plus violentes et on est là, c'est un peu tragique ce que tu as fait. On essaye de désamorcer un petit peu et s'assurer que l'enseignant a vu aussi pour la suite. Moi j'en ai parlé un peu rapidement, l'idée c'est vraiment juste de les restreindre sur les gros mots, ce genre de choses. Et je pense que c'est important aussi de se dire que ces moments de création et de médiation, c'est un peu des moments de liberté d'expression pour eux. C'est un peu un cadre où on leur dit vous avez le droit de dire ce que vous avez un peu envie de dire. Et je trouve important aussi d'avoir une oreille présente, d'écoute, de leur dire on entend ce que vous avez envie de dire, d'essayer de discuter avec eux, mais j'en parlais tout à l'heure avec cette histoire où ils partaient sur la drogue et finalement où je lui ai dit en fait les bonbons c'est vachement plus drôle, et de les accompagner sur ça, mais vraiment pas de les restreindre parce que ça va juste créer de la frustration en fait, et on se repositionne en tant que corps enseignant et c'est pas du tout la volonté. Mais pareil, moi encore une fois c'est des ateliers très courts, on est sur 3 heures d'atelier sur un atelier TikTok, et encore 3 heures c'est dans le meilleur des mondes, la plupart du temps c'est 2 heures voire 1h30, donc en si peu de temps en fait j'ai pas le temps, je les connais pas les élèves et on n'a pas de suivi derrière avec eux. Donc l'idée c'est vraiment de les accompagner sur ce petit temps-là, essayer de leur donner un maximum d'informations, d'avoir un minimum d'écoute nous de notre côté, et de les diriger en tout cas vers des réflexions qu'ils pourraient avoir derrière. Mais malheureusement on ne peut pas...
encore une fois, entre 1h30 et 3h, on ne peut pas non plus faire de la magie, quoi. Donc on essaie juste de restreindre pour que ce soit accessible à toutes et tous, mais on fait le max. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on peut s'arrêter là, du coup. Merci.